Il suit le chemin d'exil emprunté au XVIIe siècle par les Huguenots du Dauphiné, en fuite vers l'Allemagne ou la Suisse. Ce sentier démarre ici, au Poitou-Laval, en Drôme provençal. Perchée sur son promontoire, la cité fortifiée est acquise à la Réforme au XVIe siècle. À cette époque, elle est un des hauts lieux du protestantisme drômois. Johannes Melsen s'occupe de la partie française du sentier. Au cœur de l'ancien bourg médiéval, il nous conduit dans l'un des rares temples de cette période à avoir échappé à la destruction. Après la révocation de l'édit de Nantes, la plupart des édifices protestants sont démontés par les soldats de Louis XIV. Celui-ci est épargné car c'était aussi la maison commune du village. Comme la plupart des temples protestants, il est conçu pour que l'assemblée soit répartie en demi-cercle autour de la chaire. Partout règne une très grande simplicité. C'était la base même de cette nouvelle approche du protestantisme, de rester sur une sobriété et de quitter toute cette richesse et toutes ces fioritures qui appartenaient au pape, qui appartenaient à Avignon. Donc du coup, la chose la plus sobre était la seule qui pouvait se faire, qui pourrait être envisagée. Dans le temple, des objets rappellent la période dite du désert, en référence à la traversée du désert des Hébreux. À cette époque, les offices doivent se tenir clandestinement, à l'écart des villes. Ça se pratique la nuit. Un nombre de choses sont importantes. On sait que les petites Bibles, qu'on appelle les Bibles de chignon, parce que les dames les cachaient dans leur chignon, et ça permettait de l'avoir avec soi sans courir trop de risques d'être pris par les autorités. Après, les coupes, là aussi, on la décortique en 3 morceaux, et 3 personnes différentes amènent la coupe sur le lieu du culte au désert. Comme c'est la nuit, des petites lampes permettent de voir sans être vu. Le bourg fortifié du Poitou-Laval s'est développé autour de sa commanderie, construite par les moines hospitaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Aujourd'hui, il compte une vingtaine de résidents qui fait vivre la mémoire du lieu. Vous avez un donjon qui date du fin 12e, début 13e, ainsi que la chapelle qui est devant vous, qui date de cette époque. Et au XVIe siècle, on a construit un corps de logis. On a la chapelle qui est dédiée à Saint-Jean. Donc en fait, cette chapelle, je dirais que le toit s'est affaissé dans les années 30. C'est un lieu un petit peu magique pour nous. Et on a pris le parti de la laisser telle qu'elle. C'est-à-dire que de ne pas avoir reconstruit le toit, ça lui donne une certaine allure. Alors vous avez une porte au-dessus, qui était la porte d'accès du commandeur. Et en cas de danger, il pouvait rapidement retourner à la terre des remparts. L'ancienne commanderie a été restaurée en 1996. Au sommet, un lieu insolite, resté inchangé depuis le XVIe siècle. Là, ici, c'est un des plus beaux pigeonniers de Provence. Je dirais même le plus beau. Et ici, vous êtes l'ordre de 800 niches à pigeons. 800 pigeons, c'est aussi de la fiente de pigeons. Et c'était le seul engrais de l'époque. Et on sait qu'avec 800 pigeons, j'ai calculé à peu près ce que ça nourrissait comme surface de terre cultivable. Ça nourrit pratiquement 300 hectares. Donc on suppose que les hospitaliers possédaient 300 hectares. Donc ça mesurait aussi la richesse des hospitaliers. Après plusieurs siècles d'un lent déclin, le vieux bourg tombe en ruine. Il a été peu à peu rebâti dans les années 60 à l'initiative d'habitants passionnés. Aujourd'hui, il fait partie des 100 plus beaux villages de France.
qui m'a plu dans ce village, c'est dans un minéral très très présent, dans un minéral très très restauré, qu'il y a toujours des petits coins de désordre et que le végétal est très là. Et la pierre pas forcément empilée dans les règles du jeu, parce que sinon on se retrouverait dans un village musée. Ici, dans ce village, il y a un musée et puis il y a le village. Et ce village, il vit. Il vit sur un nombre d'habitants dans le vieux village réduit, mais il vit vraiment.